Bonjour à tous, merci d'être nombreux ce midi pour un sujet qui nous intéresse tous, professionnellement et éventuellement extra-professionnellement, la freination de la myopie. Je remercie d'abord nos deux directeurs généraux, Prune Mar pour Essilor et Jean-Michel Lambert pour Oya d'avoir organisé cette table ronde parce que ça permet de réunir deux gros acteurs de la filière visuelle, les opticiens et les ophtalmos, autour de ce sujet, encore une fois, qui nous intéresse tous. Sur le plan épidémio, on sait que la myopie, à l'heure actuelle, représente à peu près le tiers le tiers des personnes dans les pays, en particulier européens. Les projections annoncent une augmentation à 50% dans les 25-30 prochaines années. Ça n'en fait pas une épidémie, mais ça en fait un vrai problème de santé publique. D'autant que la myopie, on le sait, est un facteur de risque pour des pathologies rétiniennes ou pour des problèmes de tension oculaire. Et c'est sans parler de ce qu'on appelle la myopie forte, qui représente à peu près 5% des myopes, qui, elle, entraîne réellement des conséquences assez lourdes, éventuellement, sur la santé visuelle des patients. D'où l'intérêt et le bonheur qu'on a à avoir à l'heure actuelle des moyens, en fait, si ce n'est de prévenir, en tout cas de ralentir l'évolution de la myopie. Les moyens, que ce soit des moyens de qualité de vie, on a tous les pays d'Asie du Sud-Est qui sont très lourdement impactés, beaucoup plus que nous, qui ont fait beaucoup de travaux de recherche, donc que ce soit dans l'environnement dans lequel on vit, que ce soit dans les traitements médicamenteux, que ce soit dans les lunettes et les lentilles, mais on va beaucoup parler des lunettes aujourd'hui, on a des moyens de freiner la myopie, et donc c'est intéressant. C'est intéressant, nous, de nous mettre à jour, c'est intéressant d'en faire profiter aussi vos clients, nos patients, pour améliorer la prise en charge de ces enfants. C'est donc le rôle des trois membres de la filière visuelle de partager et de se coordonner intelligemment pour améliorer la prise en charge de nos patients. Je vais donc avoir le plaisir de faire parler deux ophtalmos. Pour commencer, le docteur Diem Trang Nguyen et Aurore Muselier, que je présenterai l'une après l'autre. Ensuite, deux opticiens, Christelle Joubert et Thierry Caillat. Et ensuite, ce sera aux industriels, aux fabricants de verre, de nous faire part des perspectives dans ce domaine. Je vais d'abord passer la parole au docteur Nguyen, qui est chef de service à Trousseau en ophtalmopédiatrie et qui va nous faire part de son retour d'expérience. À toi. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, on est tous là pour parler de la myopie et des éventuels moyens qui sont à notre disposition pour freiner cette myopie. Alors la myopie, ça commence par un diagnostic et puis c'est surtout un diagnostic qui est fait en général dans l'enfance. Donc moi, comme je suis ophtalmopédiatre dans un hôpital entièrement pédiatrique, c'est là où on fait le diagnostic. Bien sûr, ça change un peu des ophtalmos qui sont en ville, qui n'ont pas forcément tout à fait la même population. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il va falloir éliminer une myopie pathologique, éliminer les complications de la myopie qui peuvent être déjà présentes lors du diagnostic, évaluer les facteurs de risque d'évolutivité de la myopie et enfin parler du traitement. Pour rappel, la myopie est essentiellement axiale. En fait, c'est un facteur anatomique qui est responsable de la myopie, c'est donc l'allongement excessif du globe oculaire. Chez un enfant, on va parler de la réfraction uniquement quand on fait une réfraction sous cycloplégie. Et donc on va bloquer temporairement l'accommodation pour pouvoir avoir la vraie réfraction, la vraie valeur de la réfraction et donc de la myopie. Et comme je vous disais, la myopie est une myopie axiale, et donc pour pouvoir évaluer la myopie, une fois qu'on a fait la réfraction sous cycloplégie, il va falloir s'aider de la longueur axiale pour pouvoir suivre et voir où on en est. Ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic de myopie, on va éliminer une myopie pathologique, puisqu'une myopie peut révéler plein de choses. Ça peut être associé à un syndrome de Stickler. Une myopie évolutive chez un enfant de moins de 3 ans, ça peut révéler un glaucome qui est passé inaperçu, un glaucome frustre. Ça peut également être associé à plein de pathologies rétiniennes et d'autres syndromes. Donc on va s'assurer de voir dans quel cadre on agit. Il y a aussi donc toutes les complications de la myopie qui peuvent être potentiellement entraîner une malvoyance, voire une cécité. Donc il va falloir à chaque fois voir si le patient présente une complication ou pas de la myopie.
qu'elle peut être rétinienne, atteindre le nerf optique, la cataracte et même un strabisme, puisque en allongeant le globe, cela peut modifier la distribution anatomique des muscles. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de myopie, il va falloir voir si cette myopie va évoluer et quels sont les facteurs de risque d'évolution. On a tout d'abord des facteurs qui sont non modifiables, liés à notre génétique. Et donc, lorsqu'on a un parent myope, on augmente déjà son risque d'évolution de la myopie, d'apparition de myopie de x3. Et si on a 2 parents myopes, on augmente à 6 le risque de myopie chez l'enfant. Si on est asiatique, là également, le risque est augmenté et on sait que dans les pays asiatiques, parfois plus de 80% de la population est déjà myope. Ensuite, l'âge d'apparition. Plus l'âge d'apparition est jeune, plus le patient va développer une myopie. Enfin, le défaut réfractif. Si on a une petite hypermétropie à 0,75 dioptrie par exemple à 6 ans, on sait que là, le risque de développer une myopie à l'âge adulte est déjà de 75%. Puis, quand on parle de freination de la myopie, donc freination de l'évolution, donc si on va parler d'évolution une fois qu'on a 2 mesures de progression. Et donc là, c'est si on a une progression de 0,5 dioptrie annuelle, on parle déjà de progression. Et pareil, si on a plus de 0,2 mm d'allongement de la longueur axiale, là aussi on va parler d'évolution de la myopie. Et on sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont très importants. Plus on passe de temps en vision de près, plus le risque de développer une myopie est importante. Et inversement, si on passe peu de temps à l'extérieur, là aussi on va développer une myopie importante. On peut ainsi catégoriser le patient et chaque patient et voir s'il est en risque élevé, risque modéré ou risque faible d'avoir une myopie qui va progresser. Ensuite, on a donc un patient qui est myope. La première des choses, c'est d'éviter tous les enfants qui sont comme ça dans une salle d'attente. Alors je ne sais pas comment c'est dans les magasins, mais nous, ils sont tous sur les téléphones, pareil que les parents. Donc il faut commencer par adopter les bonnes attitudes. D'abord, on va sensibiliser les parents parce qu'on sait donc tous que la myopie est en augmentation. Donc, on va commencer à leur parler de ça. Et puis, on va agir sur les facteurs qui sont à notre portée. Et donc là, c'est les facteurs environnementaux. On va prodiguer des conseils de bonnes habitudes. Essayer de passer le plus de temps possible à l'extérieur. On dit qu'il faut passer 2 heures à l'extérieur à la lumière naturelle pour baisser le risque de myopie. Et donc, heureusement, il y a le temps de trajet, la récréation qui compte. Donc ça nous aide beaucoup parce que sinon, 2 heures, c'est assez compliqué. Et puis, aménager les activités de près, éloigner un peu la distance, faire des pauses régulièrement. Et puis, donc là, comme je vous le disais, en Asie, c'est un facteur très important. Et donc là, les mesures de prévention sont très importantes, voire même drastiques. On éloigne vraiment, on force les enfants à être dans un environnement adéquat pour essayer de freiner cette myopie. Et enfin, on va informer les parents sur les enjeux et les moyens possibles qui sont à notre disposition. Alors, à qui on va proposer un moyen de freination ? Donc, vous allez le voir, plusieurs moyens sont disponibles, ils sont parfois complémentaires. Et le choix du moyen que l'on va utiliser, que l'on va proposer aux patients, dépend du patient et de nos habitudes. Et donc, ça va être un choix individualisé. On va proposer en tout cas à ceux qui évoluent, et donc comme je le disais, il faut 2 mesures de longueur axiale et ou bien sûr de réfraction qui montrent qu'il y a une évolution de la myopie. Là, on va être plutôt on va leur proposer d'emblée une mesure de freination si on voit qu'ils évoluent. Et puis, si lors de la première consultation, on voit que les valeurs sont déjà importantes, les valeurs de myopie, ou alors que c'est un enfant qui est jeune et en plus, s'il a des antécédents familiaux de myopie, là, c'est sûr, on n'a pas forcément obligé d'attendre une évolution pour pouvoir proposer le moyen de freination. Il y a plusieurs consensus qui sont tout récents, donc 2023, qui sont internationaux et qui reprennent justement les moyens de freination qui sont disponibles, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Et parmi ceux qui marchent, on a donc les verres correcteurs défocalisants. Donc là, ceux qui sont les plus connus et dans lesquels on a le plus de recul, les verres Hoya et les verres Essilor, qui ont montré donc une freination de la myopie et une freination de l'allongement de la longueur axiale. Bien sûr, il y a d'autres verres qui sont disponibles, mais là encore, il n'y a pas d'études qui montrent
qui montre les résultats. Là, je vais vous montrer le cas d'Elena, qui est suivie dans le service depuis sa naissance pour une hémorragie cérébelleuse prénatale. On a fait le dépistage à l'âge de 1 an, donc en 2015, et là, on l'a retrouvée déjà myope, avec plus de -3 d'équivalence sphérique. Donc là, on est en 2015, il n'y a pas encore les verres, on lui propose juste une paire de lunettes simples. Bien sûr, elle grandit, son globe aussi, et donc on la voit à l'âge de 5 ans, la myopie a progressé, on est en 2019. Ensuite, 2020, on la perd de vue à cause de Covid, on la revoit en 2021, là elle a 7 ans, on voit que sa myopie a encore un peu progressé, et si on recalcule son risque, on voit qu'elle est un peu dans le rouge, un peu dans l'orange, et elle a quasiment rien dans le vert. On lui propose quand même un moyen de freination de la myopie par un verre défocalisant, et on voit que 2 ans plus tard, sa myopie est restée stable. Un dernier cas, celui de Chloé, elle arrive dans le service à l'âge de 11 ans, elle est asiatique, elle a les 2 parents qui sont myopes. Alors, elle se sait myope, mais ça fait très longtemps qu'elle n'a pas changé sa paire de lunettes, donc on ne sait pas trop de combien on part. Et là, quand je la vois à 11 ans, elle est déjà à -5. Là, elle est complètement dans le rouge. On n'attend pas de voir si sa myopie évolue. Je lui propose d'emblée un verre freinateur. Et là, 2 ans plus tard, elle est stable. Donc, comme vous pouvez le voir, la myopie, c'est un enjeu de santé publique. Ça concerne tout le monde, toutes les nationalités. Et ça concerne également tous les facteurs, tous les acteurs de la filière visuelle, les 3 O, pour qu'on ait un peu tous le même discours. Il y a des moyens qui sont disponibles. Il faut envisager un moyen, quel qu'il soit, en fonction de nos habitudes. Et il faut savoir que chaque dioptrie compte, puisque une augmentation de 1 dioptrie va entraîner une augmentation de risque de complications de dégénérescence maculaire myopique de près de 70%. Donc vraiment, chaque dioptrie compte. Donc, comme je vous le disais, plusieurs moyens de freination sont disponibles, et le choix va être individuel. En plus, ils peuvent être complémentaires, donc on n'est pas forcé d'être monothérapique. Et puis donc, ça va dépendre du patient, de ses parents, de la demande de l'enfant, de l'accessibilité, du coût, et puis au niveau praticien, du suivi que l'on peut assurer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Diane. Et maintenant, je passe la parole à Aurore Muselier, qui est présidente de notre société d'adaptateurs de lentilles de contact, de la SFO-ALC, qui va elle aussi nous faire part de son retour d'expérience. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc, je vais compléter la présentation du docteur Nguyen. Et donc, je vais un peu réinsister. Alors, le but, c'est pas de rentrer, comme on le disait, dans une psychose. Il ne faut pas culpabiliser les parents, il ne faut pas rentrer dans une psychose, mais autant, moi, quand j'étais enfant, on n'avait pas de moyen de freiner ma myopie. Et aujourd'hui, on a des moyens, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, parce qu'il faut qu'on soit proactif pour le futur, pour ces enfants. Alors, on l'a vu, chaque dioptrie compte, parce qu'il n'y a pas de niveau sécuritaire de myopie, parce que la myopie, c'est un allongement du globe oculaire, et plus la longueur axiale est importante, plus vous avez des risques de maculopathie, de décollement de rétine, de glaucome, de cataracte. Et tout ça, il va y avoir des altérations de la qualité de vie. Et donc, il y a une chose qui est importante. Attendez. Hop. C'est de surveiller la longueur de l'œil de nos enfants. C'est-à-dire, quand on voit un enfant qui est myope de -1, on se dit « Ah, il est que myope de -1 ». Mais non, c'est pas ça. Ce qu'on cherche, bien sûr, il faut qu'on le corrige, il va vouloir être opéré, mais même quand on opère un myope, après, il garde son œil de myope. Et ce qu'on veut, c'est que sa longueur de l'œil, elle soit, on se donne un cut-off à 18 ans, à moins de 26 mm. Alors vous voyez, ça c'est une étude qui a montré des courbes d'évolution du risque de la myopie en fonction du sexe, de l'âge et de la longueur axiale, et des risques de myopie forte. Et donc je vais vous montrer des petits exemples. Et ça, c'est des courbes qui sont intéressantes pour la prise en charge de nos patients. Alors, quel est le parcours d'un patient ? Le patient, il vient, on le voit toujours sous cycloplégie. Un myope, il faut qu'il soit non sous-corrigé, non surcorrigé. Il faut qu'il soit bien corrigé à la juste valeur. Les enfants, ils accommodent. Donc, c'est important d'avoir une bonne réfraction. On mesure sa longueur de l'œil et puis on va voir la stratégie de prise en charge.
on l'a vu avec le docteur Nguyen, il faut expliquer ce qu'est la myopie aux parents. Les parents, ils ne sont pas forcément myopes, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut les informer qu'on peut la freiner, c'est important. Et il faut les informer de tous les moyens de freination, on va voir. Donc il y a des lunettes, il y a des lentilles et il y a des traitements pharmacologiques. Et puis vous l'avez vu, les mesures environnementales, ça c'est leur job à eux. C'est-à-dire que les activités en vision de près, il faut essayer de les limiter, il faut essayer d'augmenter la distance, il faut qu'ils soient bien éclairés, il faut privilégier les activités en extérieur. Et ça, à chaque consultation, il faut absolument le rappeler. Et vous, en tant qu'opticien, vous pouvez aussi insister dessus, parce que c'est pas parce qu'on porte une lunette qu'il faut pas... c'est bien d'insister, de marteler ça. Et donc, on l'a vu, on va suivre une évolution. Donc, idéalement, les enfants, il faut qu'on les voit tous les 6 mois. Alors, c'est pas toujours simple, les parents, ils viennent pas toujours, mais il faut essayer de sensibiliser pour voir quoi, c'est quel est le profil évolutif, quelle est la réfraction, quelle est la longueur axiale, et finalement, est-ce qu'on a un progresseur rapide, un progresseur lent, et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc, à chaque consultation, on va rappeler toute cette mesure environnementale. Le docteur Nguyen vous l'a dit, ils viennent en consultation pour des moyens de freination et ils sont comme ça en salle d'attente quand on les fait attendre. Donc c'est toujours un peu... voilà, ils ont souvent un profil de petits lecteurs, de choses comme ça. Et donc on les voit idéalement tous les 6 mois. Alors quelles solutions sont possibles ? Il faut tout présenter parce qu'il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas une solution pour un enfant donné, il y a une solution qui va évoluer dans le temps d'évolution de myopie de l'enfant. Alors c'est sûr, les lunettes... c'est toujours un peu la première intention, parce que de toute façon, l'enfant il est myope, il faut qu'il porte une correction. Donc les verres freinateurs, c'est toujours à privilégier en première intention dans la mesure du possible. Il y a quand même des limites, on ne peut pas faire toutes les corrections, ça a un coût. Et quand vous avez des fratries qui parfois ont 4 enfants myopes, il y a quand même un coût, d'accord ? Et puis, on l'a vu, c'est important de respecter la prescription de l'ophtalmologiste, parce que tous les verres n'ont pas les mêmes études scientifiques, et donc n'ont pas la même efficacité. Il y a les solutions contactologiques, je ne peux pas ne pas vous en parler parce que c'est des solutions qui sont intéressantes. Alors on va les proposer, ça dépend des myopies, ça dépend de l'âge. Il y a des enfants quand même qui ne veulent pas porter de lunettes, donc il faut quand même pas les sous-corriger, donc ça peut être intéressant. Ça va dépendre de la compliance, comment ils vont pouvoir être suivis, de leur hygiène, parce qu'on ne cherche pas à ce qu'il y ait des infections cornéennes. Ça va dépendre aussi du coup, est-ce que l'ophtalmologiste va pouvoir proposer ces solutions ? Et puis c'est des solutions qui peuvent être intéressantes quand vous avez des sportifs, par exemple, qui font de la natation. On va en parler de l'orthokératologie, c'est une vraie solution. Donc vous avez plusieurs modèles, vous avez des lentilles rigides, des lentilles souples. Donc lentilles rigides de nuit, orthokératologie, c'est vous adapter une lentille que vous portez la nuit, qui va remodeler la cornée et faire un défocus, qui va permettre donc de freiner la myopie et de libérer l'enfant de sa correction. Ça demande quand même une certaine compliance. Il y a des lentilles rigides de jour, et puis vous avez des différents modèles de lentilles souples, journalières, mensuelles, avec différentes méthodes de freination, mais ce n'est pas le lieu du sujet. Et puis vous avez un traitement pharmacologique qui est l'atropine, on a énormément de recul. Alors là, vous pouvez le mettre quelle que soit la correction, mais ça nécessite quand même un port de lunettes. Ça nécessite aussi une observance parfaite. C'est une durée minimum de 2 ans de traitement, donc il faut quand même informer les parents que pendant 2 ans, il y aura une goutte à mettre tous les jours. L'observance, elle doit être parfaite. Et puis, la limite, c'est quand même la disponibilité. C'est pas possible d'aller à la pharmacie chercher le collyre. Elle est disponible qu'à l'Hôtel-Dieu pour l'instant à Paris, donc il faut aller toutes les 3 semaines chercher à l'Hôtel-Dieu. Alors quand on est en province, ils l'envoient, mais c'est quand même pas rien. Et il n'y a pas de coût pour le patient, mais il y a quand même un coût pour la société qui n'est pas négligeable. Et c'est possible de le mettre en association avec d'autres solutions. Alors je voulais vous présenter des petits cas, c'est pas pour encore mettre la psychose, mais c'est pour montrer comment on essaye de réfléchir. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une réponse univoque. Mais vous voyez, là, c'est Louis, il a 10 ans aujourd'hui, il a une sœur, alors il est asiatique, il a une sœur qui est très myope, vous voyez, sa longueur de l'œil, elle est déjà importante. Il a 2 parents myopes, il lit beaucoup et vous voyez, il est en facteur de risque élevé, comme a parlé le docteur Nguyen. Donc on le voit, il a une réfraction quand même à moins 1,50. On se dit, bon, c'est pas très très important, mais quand même, il a que 7 ans. Et vous voyez, quand je le remets sur la courbe, vous voyez le petit point bleu, en fait, il a un facteur de risque d'être 100% myope à l'âge adulte et de myopie forte. Et là, sa myopie forte, c'est quand même embêtant, de 20%. À 7 ans, c'est quand même... voilà. Donc, je lui propose des verres freinateurs. Et puis, en fait, la maman, elle revient me voir en février en me disant, non, j'ai pas pris le temps de les faire. En fait, on les a pas fait. Et elle vient me voir parce qu'il voit pas bien. Et donc, en fait, il a pris 0,50 de longueur axiale. Et là, il a passé un pas. Donc, là, il va falloir être proactif. Il a 40% de chances d'être myope fort. Donc,
on ne peut pas lui faire régresser, mais on va essayer que ça n'augmente pas. Et donc, on l'a adapté en lentille d'orthoca. Alors, vous voyez, hein, dans les petites courbes, on reste sur la courbe, hein, on n'est pas là pour faire régresser, on essaye de ralentir au maximum. Deuxième cas, c'est Lola. Elle est née en 2009. Moi, je la vois à l'âge de 13 ans et elle porte moins 3,25, moins 3,50. Il y avait une adaptation en orthoca qui avait été proposée parce qu'elle fait beaucoup de natation, mais elle n'a pas réussi à les mettre. C'est pas toujours facile de mettre une lentille à 9 ans. Elle reste un petit peu dans la nature et puis elle va voir un confrère qui lui prescrit un verre Stellest. Mais la maman ne le fait pas parce que l'opticien lui a dit que c'était une pratique commerciale, que ça ne marchait pas. Donc, elle vient me voir pour un avis et vous voyez, la petite Lola, elle a un facteur de risque de 40% d'être myope forte. Alors, je vous dis, ce n'est pas le problème d'être dans la psychose ni rien, mais c'est quand même important pour ces enfants de les prendre en charge. Donc, je lui explique qu'on va devoir lui remettre des lunettes. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, malgré, je lui dis, il y a quand même des études, on a un petit peu de recul. Donc, cette jeune fille, je l'ai mise sous atropine, c'est pour vous montrer la complémentarité des solutions. Et donc, on a réussi à la stabiliser. Mais vous voyez, le discours, il doit être commun entre ophtalmologistes, les 3 O et opticiens, parce que quand il y a quelqu'un qui dit rouge et l'autre qui dit bleu, c'est compliqué après de rattraper. Thomas, il est né en 2010, il a une mère myope, un suivi classique. Donc au départ, on n'avait pas les verres freinateurs, on ne regardait pas ses longueurs de l'œil. Et puis là, il est venu, sa maman, elle a vu plein de choses, donc elle me demande, et donc je l'ai mis avec un verre. Donc vous voyez, il a un risque qui n'est pas très élevé, voilà. Mais on a quand même mis une solution de freination et cette solution nous permet que sa myopie n'augmente pas. Donc, en pratique, un myope sur 3, il pourra potentiellement avoir une déficience visuelle. On l'a vu, une dioptrie, c'est 67% de chance de plus d'avoir un problème au niveau maculaire. Si vous gagnez 0,25 dioptrie, donc c'est 0,10 de longueur axiale, vous diminuez de 10% ce risque. Donc, c'est important de dépister nos enfants et d'essayer de freiner la longueur. Comme je vous ai dit, il n'y a pas une solution, mais il y a plein de solutions. La plus facile à mettre en place, bien évidemment, c'est les verres, mais vous avez l'atropine et vous avez les lentilles. Tout cela, ça va dépendre de l'âge, de l'accessibilité, du coût, de la longueur axiale, du contexte social, c'est pas toujours facile. Et puis quand vous avez une évolution, vous allez pouvoir associer lunettes atropine, lentilles atropine. Quand vous avez un jeune qui porte des lunettes et qui veut se libérer, vous pourrez associer lunettes et lentilles en port occasionnel. Il y a des choses qui sont faisables. Donc c'est important de dépister cette myopie pour en éviter les complications, d'informer les parents de ce qui se fait, qu'aujourd'hui on a des moyens, et ça c'est une grande chance d'avoir ces moyens. Avant c'était plus compliqué, on n'avait pas les verres, on avait que les lentilles, l'accessibilité c'était pas la même. C'est important de les suivre au niveau de la longueur axiale, leur expliquer qu'il y a des solutions. Parfois, on est en lentilles, puis on repasse en lunettes. Parfois, on met les lunettes, on passe à l'atropine, on passe aux lentilles. Il n'y a pas une solution, il y a un parcours du patient. Et vous êtes là aussi pour l'accompagner, ce patient, pour lui dire qu'il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Et ça, c'est important que vous ayez ce message, qu'on ait ce message commun lors du suivi, que la décision thérapeutique qui a été mise en place par l'ophtalmo, elle soit bien respectée et qu'on soit ensemble pour que nos enfants, on essaye de freiner leur myopie, qu'on ait cette prise en charge qui soit collaborative. Voilà, je vous remercie. Merci Aurore. C'était une belle présentation et une belle mise au point pour toutes les deux. On insiste sur le fait, sans faire de publicité, là pour mes deux voisins de gauche, que tous les verres ne se valent pas et qu'il n'est pas question de remplacer un verre par un autre et de faire sa petite cuisine dans son coin. C'est important d'avoir un parcours qui soit un peu rationalisé. Et une fois qu'on a commencé une technique, il faut se laisser quelques années et ne pas switcher de l'un à l'autre. Je vais passer la parole maintenant à Christelle Joubert, qui est opticienne près de Saint-Étienne et qui dirige le groupe Juste un regard pour avoir cette fois-ci le retour d'expérience des opticiens. Bonjour à tous. Donc je vais d'abord remercier pour l'invitation sur ce moment d'échange, puisque c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur au sein du groupe. Donc moi je suis opticienne donc, près de Saint-Étienne, comme l'a dit Barbara. On est opticien, on est un groupe d'opticiens indépendants et on est surtout on tient beaucoup à ce qui est santé visuelle et contactologie, optométrie. Pour nous, c'est des valeurs qui nous parlent. On fait partie aussi du réseau OptiKid depuis plusieurs années.
Donc l'enfant, pour nous, ça fait partie de notre quotidien. L'enfant et ses parents. Voilà. Donc on a été confrontés, que ce soit dans la pratique contacto ou que ce soit en magasin, au problème de la myopie et à sa prise en charge assez rapidement. Donc effectivement, au début, la seule solution que nous pouvions proposer, c'était les lentilles, c'était l'orthoca. C'était pour moi la porte d'entrée dans la prise en charge de la myopie. Et ça a été du coup le démarrage en fait des interrogations et du début de la formation. L'arrivée des verres a été pour nous une très bonne nouvelle, puisque ça nous a permis effectivement d'élargir le champ des possibilités et de pouvoir proposer à 100% de nos petits clients une solution. Très rapidement, oui, voilà. Enfin, une seule. Voilà, donc très rapidement, finalement, on a senti que nous avions des manques en tant qu'opticiens sur la formation, sur la compréhension. Donc là, on vient de comprendre, après ces explications donc, des médecins, que la myopie, c'est complexe, que c'est physiologique, qu'aujourd'hui, en tant qu'opticien, on connaît les verres, on connaît le problème de la myopie, mais l'évolution de la myopie, les facteurs de risque, les facteurs d'évolution, tout ça, pour nous, c'était vraiment abstrait. Donc, aujourd'hui, quand on commence à s'intéresser à ce sujet, on se rend vite compte que si on n'est pas formé comme il faut, on ne peut pas proposer cette solution en magasin. Donc ça a été pour moi le déclencheur un petit peu de formation personnelle et j'ai senti tout de suite qu'il y avait besoin d'avoir un support. Donc là, si on peut avancer, je vais voir si... Voilà. Donc on avait besoin en fait de prendre un rôle qu'on avait envie de prendre depuis des années, mais qu'on n'avait pas trop, comment dire, on se sentait pas trop à notre place dans le rôle de professionnel de santé, jusqu'à ce moment où on s'est dit, en fait, là, on va devoir expliquer de la santé, on va devoir prendre la parole auprès des parents, leur expliquer qu'on est face à un problème finalement on a un problème ici qui n'est pas un problème visuel, qui n'est pas un problème technique, mais plutôt qui est une pathologie. Donc on sortait un peu de notre rôle d'opticien en magasin classique comme on connaissait, et il allait falloir se former. Donc grâce aux équipes Essilor, puisque nous travaillons avec Essilor, on a eu accès à des formations. Grâce aux équipes, nous on travaille aussi beaucoup avec Presilens, donc qui fait l'orthoca et qui a les lentilles spécifiques donc pour la freination de la myopie. On a eu accès à des formations et on a pu prendre notre rôle de relais des ophtalmologistes, de relais des orthoptistes, et on a besoin vraiment de ce travail en collaboration. On a besoin de se comprendre, on a besoin de comprendre les solutions, on a besoin de comprendre les risques, et nous on va avoir ce rôle d'explication, ce rôle de suivi, ce rôle de rassurer les parents aussi. Quand ils sortent de la consultation, quand il y a eu finalement le diagnostic de posé, quand on leur a expliqué qu'il y avait un risque, ils comprennent pas bien. Hein. Vous l'avez dit, les parents qui sont myopes, ils comprennent tout de suite. Ils savent que voilà, il y a une évolution, qu'il y a une certaine vision, que ça se dégrade, qu'il y a des risques. Peut-être dans leur famille, ils ont eu des pathologies. Mais quand on est face à des parents qui ne sont pas myopes et qu'on leur a expliqué ça, pour eux, c'est des lunettes. C'est des lunettes, oui, bon d'accord, mon enfant va poser des lunettes. Mais là, on part dans une autre explication. Donc nous devons, nous, opticiens, avoir en fait un rôle, nous devons expliquer. Donc en magasin, on a créé un support qui nous permet très rapidement de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, parce que c'est compliqué, c'est complexe. Donc nous devons expliquer les risques. Donc expliquer les risques, donner les conseils. Et nous devons aussi expliquer les solutions. Donc le médecin a parlé ou pas de solutions.
puisqu'on se retrouve dans cette situation aussi en magasin où nous recevons des parents qui ont eu l'explication rapide, pas rapide, ils ont compris, ils n'ont pas compris, certes, mais aussi des parents qui n'ont pas eu d'explication sur l'évolution myopique. Donc nous devions avoir une synthèse des solutions de manière à pouvoir les expliquer, donner les tarifs aussi. Je trouve que c'est très important. Souvent, ils arrivent de chez le médecin, ils n'ont pas des notions de tarifs non plus. Et la problématique que vous avez après, c'est qu'ils reviennent chez vous et ils n'ont pas les solutions. Donc ça aussi, malheureusement, c'est une chose qu'il va falloir, que les parents intègrent, c'est que ça a un coût. Ce coût, ils sont d'accord ou pas pour donner ce budget. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que nous, derrière, nous fassions un retour au médecin. Et dans le cas où il y a une prescription, je pense qu'il est très très important que nous, opticiens, nous fassions un courrier, un compte-rendu. On doit expliquer que nous avons proposé la solution, mais que les parents n'ont pour l'instant pas accepté de dépenser le budget pour cette solution. Pourquoi ? Parce que quand ils vont retourner chez leur médecin 6 mois ou 1 an après, le médecin pensera que l'enfant a pendant 6 mois, 1 an apporté la solution et que ce n'était pas le cas. Donc tout ça pour dire que les explications, la formation, les explications de notre côté sont très importantes. Donc nous devons prendre, nous opticiens, notre rôle très à cœur de formation au niveau des parents, au niveau des enfants. Et pour cela, nous devons être formés. On est sur des nouvelles techniques qui évoluent en permanence. Il y a des statistiques qui arrivent, des statistiques qui arrivent tout le temps, des études cliniques qui sortent tout le temps. Donc c'est vrai que les choses évoluent très très vite. Si on réfléchit, il y a 2 ans, on n'avait pas toutes ces solutions. Voilà, donc là vous avez derrière moi un exemple de la plaquette que nous avons en magasin pour synthétiser un support qui nous permet d'expliquer tout ce qui a été expliqué sur les risques liés à l'évolution de la myopie. Qu'est-ce qui se passe en gros si on ne fait rien, si on ne prend pas en charge et si en fait les parents refusent de passer à cette solution dont le médecin leur a parlé. C'est aussi le support que nous utilisons pour expliquer quand en amont le médecin n'a pas évoqué ce risque d'évolution myopique. Voilà. Donc tout ça pour résumer qu'on peut avoir les meilleurs verres du monde, on peut avoir la meilleure prescription du monde. Si derrière on n'a pas un opticien qui est là pour expliquer et qui est formé et qui du coup va laisser partir avec un verre unifocal, la prise en charge ne sera pas bonne. Merci beaucoup Christelle. Et deuxième opticien, Thierry Caillat, opticien à Lyon, ancien enseignant. Oui, tout à fait. Merci. Je passe la parole. Oui, merci de m'accueillir sur ce plateau. Non, j'ai pas de diapositive. Je vais essayer d'être bref. Pour moi, c'est une gageure, mais en tout cas, merci Jean-Michel, merci Prune. Merci à tout le monde de m'accueillir sur ce plateau. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'opticien, je prends la parole en tant qu'opticien de terrain qui analyse une situation qui est celle qui est réelle sur le marché de l'optique en général. C'est une opportunité colossale pour les opticiens de terrain de prendre une véritable place stratégique dans le parcours de santé de leurs clients. Aujourd'hui, tous les opticiens ont le même discours. Nous sommes des professionnels de santé. Nous avons un diplôme qui nous permet d'exercer et de délivrer des dispositifs médicaux avec un monopole qui pourrait quelquefois être contestable dans la qualité de la prestation qui est donnée aux concitoyens français. Donc aujourd'hui, prenez des dispositions qui soient claires, nettes et précises de responsabilité professionnelle en tant que professionnel de santé. Petite métaphore, est-ce qu'un opticien sur le terrain serait à même de contester, dans le cadre d'une pathologie chronique, la décision d'un ophtalmologiste de faire une IVT dans le cadre d'une démêlée humide? Bien sûr que non. Comment se fait-il que certains opticiens se prennent aujourd'hui le droit de contester une prescription médicale pour un verre de freination myopie, alors que globalement, les verres qui sont prescrits
émane d'études cliniques qui sont sérieuses, qui sont validées et qui donnent des résultats qui sont très concrets. Cette position, elle est simple, c'est que malgré tous les tralala, malgré toutes les informations qu'on peut avoir à droite et à gauche, ne pas perdre aujourd'hui peut-être une des dernières opportunités que les opticiens ont d'avoir à enclencher un dialogue constructif avec leurs équipes pour les former, mais ça paraît quand même incroyable qu'on en soit encore à parler de former des équipes, donner des informations concrètes sur les produits, rentrer en relation, je dirais, déontologique, constructive avec les prescripteurs, de manière à les rencontrer et apporter des solutions concrètes sur le terrain dans l'information client. Premièrement, suivre les protocoles qui sont donnés par les fabricants, parce que ces protocoles ont été faits par des comités techniques et scientifiques qui ne sont pas tombés du ciel et qui ont validé ces protocoles comme un protocole d'adaptation de lentilles, comme un protocole de posologie médicamenteuse. Donc, suivons ces protocoles. Deuxièmement, apprenons à discuter et à dialoguer avec les parents sans paniquer. Un professionnel qui panique, c'est un professionnel qui n'est pas compétent. On doit véhiculer des informations qui sont claires, nettes, précises, dans la responsabilité, le tact et la mesure. Je parle d'événements qui sont intéressants car, pour une fois, dans des protocoles de suivi de myopie et de réfraction, on nous a donné l'autorisation de contrôler l'acuité visuelle des enfants. C'est une avancée colossale. C'est quelque chose qui devrait effectivement amener tous les opticiens à être très enthousiastes dans cette démarche. Eh bien, le contrôle de l'acuité visuelle d'un enfant, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut l'apprendre. Et puis surtout, si on a une question et une interrogation, ne pas affoler les parents en disant aux parents, ben, ça ne marche pas, c'est foutu, il va devenir aveugle. Évidemment, vous imaginez au niveau de l'anxiété de la famille ce que ça peut engendrer. Et enclencher vis-à-vis de l'ophtalmo des consultations polluées de 1 heure pour expliquer que non, 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 vous inquiétez pas, l'opticien a été un petit peu angoissé, il n'y connaît pas grand-chose, il va falloir que nous, on récupère la situation. Notre rôle est de simplifier la mécanique qu'il y a entre les parents, les prescripteurs, les hôpitaux, de donner de la synergie dans l'efficacité de la prise en charge par tous les protocoles qui sont déjà établis. Il n'y a rien à inventer, il y a juste à se former et à être constructif. Voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près et j'espère que ça a été clair. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair et convaincant. Maintenant, je vais passer la parole peut-être à Prune, donc directeur général Essilor, qui va partager le micro avec Jean-Michel pour parler des perspectives. Alors, bonjour à tous. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Quand je vois tous les témoignages, moi j'adorerais que toute la filière visuelle soit réunie comme ça, de manière systématique, sur ce combat-là. Parce que la myopie, ce n'est pas un simple défaut visuel. La myopie, c'est reconnu comme une maladie par l'OMS. Donc, qui dit maladie, dit qu'il faut un verre qui soit thérapeutique. Et ce n'est pas un verre de correction classique. Et là, on rentre dans le débat, parce qu'on entend beaucoup sur le terrain, que tous les verres se valent. Ben non, tous les verres ne se valent pas. C'est comme quand on parle d'un médicament, tous les médicaments ne se valent pas. Et d'ailleurs, certains ne sont pas reconnus comme des médicaments. Pour être reconnu comme un verre efficace thérapeutique de freination de myopie, il faut des études cliniques. Aujourd'hui, il n'y a que 2 acteurs, en l'occurrence Hoya et Essilor, qui proposent sur le marché des verres avec des études cliniques de freination de myopie. Avec des études qui permettent donc de prouver l'efficacité sur la freination de la myopie et des études qui sont publiées également dans des journaux qui sont extrêmement reconnus. Donc, par exemple, Stellest, nous avons des publications comme dans JAMA, dans l'American Journal of Ophthalmology, etc. Aujourd'hui, sur le verre Essilor Stellest, nous avons donc des études qui permettent de prouver la freination de la myopie, que ce soit en termes de longueur axiale comme de dioptrie, à 4 ans. Donc, extrêmement important, effectivement, de pouvoir s'appuyer sur ces études cliniques-là. Ensuite, ce qui est extrêmement important, le deuxième message, c'est de pouvoir sensibiliser les parents. Et là, nous avons tous un rôle, effectivement, opticiens, ophtalmologistes, fabricants. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les enfants qui sont myopes en France, il n'y en a qu'1 sur 20 qui est équipé en verre de freination de myopie.
Alors quand j'entends votre témoignage, quand vous disiez qu'il y avait un enfant à qui on avait prescrit, en l'occurrence c'était un verre céleste, et qui derrière, l'opticien dit c'est du marketing, et il revient 6 mois après, et sa vue a évolué, je crois, de moins 0,5. Ça, c'est inadmissible, c'est pas du marketing, ça, c'est une perte de chance pour l'avenir de nos enfants. Et je crois que toute la filière ici, nous sommes réunis justement pour pouvoir promouvoir ça, le fait que la myopie, c'est une maladie. Alors peut-être qu'il ne faut pas culpabiliser, certes, mais il faut en faire prendre conscience. Et donc chez Essilor, nous sommes partenaires donc de Ensemble contre la myopie, qui regroupe l'ensemble des 3 os. Donc dans la semaine du 20 au 26 novembre, les ophtalmologistes dédient des créneaux, justement pour pouvoir dépister la myopie chez les enfants. Il y a des retombées médiatiques importantes qui sont prévues sur cette campagne-là. Chez l'opticien, il y a des kits de communication, justement, pour pouvoir parler de la myopie. Mais vous, les opticiens, vous avez quand même une chance extraordinaire, c'est qu'il y a plus de 13 000 magasins d'optique. Vous avez un maillage territorial extrêmement fort. Vous pouvez voir tous les jours des gens qui viennent prendre des lunettes et vous savez s'ils ont des enfants ou pas. Donc c'est extrêmement simple de pouvoir porter un message de prévention sur le fait à tel point il est important de faire dépister son enfant, aller l'amener chez l'ophtalmologiste, sensibiliser au sujet de la myopie, puisque chaque dioptrie compte, et c'est ce que l'on a vu effectivement à travers tous ces témoignages. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire référence au titre qu'on a choisi pour cette session, qui est de dire il est essentiel qu'on se mobilise. Voilà, je crois que vous l'avez vu, il y a un formidable témoignage de différentes professions autour de la table qui s'intéressent à 2 millions de myopes en France et en particulier, comme l'Haute Autorité de Santé l'a dit, près de 550 000 enfants qui ont une évolution rapide entre 5 et 15 ans. J'aime pas faire ça, mais je vais le faire un petit peu quand même. Voilà, je suis myope. J'ai eu un décollement de rétine et j'ai une longueur axiale de 27 mm dépassée sur un des œils. S'il y a quelques années, on avait pris cette indication, cette mesure, et on m'avait dit fais attention particulièrement, peut-être que j'aurais pas eu ce décollement de rétine. Alors vous voyez, je suis impliqué à 2 titres, à titre personnel, mais je me dis, on a tous une formidable raison de trouver un sens à ce qu'on fait au quotidien en se mobilisant pour la myopie. Donc ça, c'est mon introduction. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en plus, comme l'ont expliqué les médecins, on a une capacité d'être stratégique avec différents outils. Donc on est en plus, avec cette évolution technologique, on va fêter les 3 ans de MyoSmart cette année, donc on a mis sur le marché une solution nouvelle. On peut la coupler avec l'atropine en termes de stratégie, on peut bloquer des situations. Moi, je suis toujours choqué quand je vais à l'hôpital, parfois à Necker, et que je vois des enfants qui arrivent à 6 ans avec déjà des dioptries énormes. Je me dis, mais voilà, on est formidablement maintenant en train de toucher du doigt quelques solutions pour interrompre, pour bloquer, pour intercepter une vie d'adulte qui sera totalement différente. Alors tu l'as évoqué, là on parle de perte de chance. Nous, professionnels de santé, alors on ne l'est pas nous directement, à travers vous, on est là pour mobiliser, parce qu'on a une formidable vocation devant nous, c'est de traiter ce sujet-là, se mobiliser, d'accompagner les enfants qui deviendront adultes et leur donner une meilleure vision. C'est quand même ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc je suis ravi de ce plateau, de ce témoignage. Je vous remercie beaucoup les uns les autres d'être mobilisés parce que c'est ce qu'on vit au quotidien avec des témoignages qui parfois sont poignants. Et puis je vais revenir sur le point très impliquant qu'a souligné Prune et tout à l'heure Aurore aussi. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que tous les produits se valent. Un industriel, quand il lance un produit comme ça, il démarre une étude clinique. Il démarre un groupe porteur de verres unifocaux, un groupe porteur de sa solution, et des fois il se trompe. Des fois il n'y arrive pas technologiquement. Donc il a des mauvais résultats et il recommence. Et il réinvestit en R&D pendant des années pour arriver à une publication médicale. Et la chance qu'on a avec ces verres, c'est qu'aujourd'hui on est capable de prouver 2 choses. L'efficience par rapport à un groupe porteur de verres unifocaux. Et deuxième chose, c'est qu'après 6 ans de recul d'études, c'est ce que nous avons aujourd'hui chez Oya, on est capable de dire qu'il n'y a pas d'effet rebond. Que quand les enfants arrêtent, ils retrouvent une courbe d'évolution de leur longueur axiale qui est similaire à celle de la métrope. Donc on est quand même dans des situations où on n'est pas parfait. Comme le disait Aurore, on ne stoppe pas.
même si on a des cas qui sont assez impressionnants, parfois on ne stoppe pas en généralité, on réduit l'impact, on va freiner, on va garder des couloirs où ils ne seront pas exposés à une myopie lourde ou risquée, avec des facteurs de comorbidité très élevés. Et donc on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir plusieurs armes en termes de stratégie pour intercepter cette myopie galopante. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu écouter la participation de l'ensemble de ces acteurs. Et puis au quotidien, mobilisons-nous. Merci. Pardon, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est ça. Oui, si vous avez des questions, on a encore 10 minutes devant nous, donc n'hésitez pas, c'est le premier qui prend le plus de risques. Bonjour, merci. Juste une question, voilà, on a des prescriptions qui arrivent avec des personnes âgées de plus ou moins 30 ans avec justement ces verres de la frémation de la myopie. Est-ce que vraiment il y a un intérêt à partir de cet âge-là de mettre justement ces verres-là? À ma connaissance, on ne sait pas. Là, pour le coup, il n'y a pas d'études. Mais Aurore, tu as peut-être un avis? Alors en effet, on n'a pas d'études scientifiques, hein. Les verres, ils ont été faits sur des populations plus jeunes. Alors après, quand vous avez des jeunes, tout dépend de leurs conditions de travail. S'ils sont alors à 30 ans, c'est quand même assez âgé. On le met plutôt chez des jeunes adultes qui sont en prépa, par exemple, qui sont beaucoup en activité de prêt. 30 ans, personnellement, moi, je ne l'ai pas fait, mais enfin voilà, pourquoi pas. C'est intéressant. Une prescription de fait par l'ophtalmo, donc Ouais. est-ce que vraiment... Après, c'est difficile parce que souvent la prescription, elle est étayée. Est-ce qu'il y a eu une évolution? C'est pareil, quelle est la longueur? Qu'il peut plus, peut le moins. S'il n'y a pas de gêne visuelle et qu'il n'est pas gêné, bah pourquoi pas? C'est quoi le risque finalement? Aucun. Donc tentons. Voilà. Merci. Il y a aussi ça, hein, quand on est confronté dans nos cabinets, dans notre consultation, on n'a pas toujours, voilà, mais vous êtes face à un patient qui a un risque, qui a une histoire, et là, on est là pour essayer de le prendre en charge au mieux pour le futur. Donc, finalement, la balance bénéfice-risque, voilà, c'est ça qu'il faut peser. On peut également considérer Vous êtes opticien, je pense. Oui. Oui ou non? Je suis monteur-vendeur. Très bien. C'est encore mieux. Non, mais la question est intéressante parce qu'elle pose même, monsieur, elle pose le problème du dialogue qu'il peut y avoir entre l'interrogation que va se poser un professionnel de santé dans son exercice de responsabilité professionnelle, de conseil et de dialogue avec le prescripteur. Donc effectivement, si le prescripteur a prescrit ce genre de produit, il va peut-être étayer par des informations, je dirais, physiologiques, biométriques, l'indication de ce produit. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais d'enclencher un débat. Voilà. Et là, en fait, il y a une petite question simple qu'il faut souligner, dont on vous aide à partir avec Prune. C'est que vous avez raison de vous poser la question, mais il y a un ordre des choses quand même. C'est que ce qu'Aurore vous dit gentiment, c'est que à grande échelle, des publications médicales ont prouvé un certain nombre de choses. Et puis la science continue de travailler pour dire est-ce qu'il y aura d'autres cas qui vont arriver, des populations de 30 ans. En attendant, la responsabilité est au médecin de prescrire. Et c'est sans doute sur cet diagnostic qu'il a été cherché cette solution-là, on va dire très clairement, pour une population qui est mineure dans la cible dont on discute, puisqu'on voit bien que c'est plutôt entre 5 et 17 ans qu'il va y avoir l'évolution la plus rapide des myopes concernés. Une autre question? Bonjour, oui. Bonjour. Donc du coup, si je comprends bien, vous prescrivez les verres donc en gros à partir de 5-6 ans et vous pensez, parce que c'est avec le recul qu'on le saura, mais le prescrire jusqu'à 17-18 ans en gros quoi. C'est-à-dire qu'au-delà, vous n'auriez plus possiblement de prescription sur des verres à frénation de myopie. Là aussi, on n'a pas la réponse. On a des études là, qui étaient chez des enfants de 4 à 12 ans, donc on peut commencer beaucoup plus tôt hein, en réalité. Dès qu'on a, ce que disaient effectivement mes collègues très bien, c'est que dès qu'on a effectivement un cas de figure où on pense que les enfants sont déjà myopes ou vont le devenir, il n'y a pas d'âge minimum. Et après, c'est la suite qui va nous le dire en fait. Hein, est-ce qu'on arrête voilà. Ça dépend. J'imagine en plus que ça va dépendre de l'ethnie, ça va dépendre du degré de myopie atteint à 16-17 ans, et il y aura différents cas de figure. Oui, et puis normalement,
la progression, quand même, il y a un moment où il y a un plateau, on aura réussi à le freiner et normalement, physiologiquement, on a quand même une moins grande progression à 17 ans. Donc il y a un moment, voilà. Et après, on peut le switcher à 17 ans, clairement sur des lentilles. Hein. Ça c'est possible, hein, et des lentilles de freination, etc. Ça peut être un bon complément. Excusez-moi, juste pour compléter, je précise que je travaille chez EssilorLuxottica et que je suis en charge de la myopie. Pour compléter, les études, elles ont commencé entre 6 et 12 ans, mais comme elles sont à la 5e année, les enfants, ils ont 17 ans. Et on voit que ça continue à avoir des effets au-delà. Donc, comme vous dites, tout ça, ça évolue, et c'est pour ça qu'on continue tous à avoir des études sur 5 ans, sur 6 ans, etc. Donc, c'est basé, c'est pas hypothétique. Moi, j'avais une question plutôt par rapport aux lentilles de contact et au niveau des différences d'efficacité donc des systèmes optiques. Donc, on a dit que pour MioSmart et pour Stellest, on a des études. Je sais que pour MySight, on en a aussi. DRL a montré aussi, on a des études indépendantes qui sont sorties. Par contre, pour tout ce qui est lentilles de contact mensuelles toriques, j'ai vu que vous utilisez la Milo. Personnellement, moi, j'ai pas trouvé encore. Justement, ma question, c'est est-ce que vous connaissez des lentilles de contact mensuelles, toriques, qui freinent la myopie et qui ont des études prouvées? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'études. Voilà, la Milo torique, elle est sortie en mai, là. Ce qui est noté, c'est que les valeurs de freination, c'est entre 30%, mais pour l'instant, les seuls qui ont vraiment des grosses études, c'est l'orthokératologie et la MySight, qui a une étude de recul de 7 ans. Hein. Tout ce qui est trimestriel, mensuel, tout ça, c'est plus... voilà. So, as an optometrist, I can have access to Hoya, MyoSmart, and the Stellest from Essilor. So, how do I choose? Alors, je vais prendre la parole parce que c'est justement ce qu'on n'attend pas. Et on va laisser tout de suite les médecins répondre. On va être dans notre rôle, et j'espère qu'il y en aura même d'autres, industriels, qui continueront à développer des solutions atteignant des pourcentages d'efficience encore meilleurs. Mais au bout du bout, en tout cas en France, l'organisation du soin est laissée à la responsabilité du prescripteur. C'est donc le médecin qui, dans un premier temps, en France, va décider quel dispositif il va choisir compte tenu du diagnostic. C'est vrai que pour les pays anglo-saxons, on est là dans un autre schéma, puisque l'optométriste a à la fois le droit de prescrire et à la fois le droit de distribuer son verre. Alors si on omet l'aspect mercantile de la relation qu'il peut y avoir entre un industriel et un optométriste, il vous faudra de la même façon que le médecin, c'est ce que moi je vous conseillerais simplement, d'étudier les publications médicales pour faire votre choix sur les dispositifs que vous allez utiliser. C'est ce que je vous recommanderais. C'est vrai que c'est pas organisé de la même façon. It's okay for the answer? Okay, it's good. Attendez, Désolé, c'est encore moi. Sur une prescription, il peut y avoir marqué MioSmart ou Stellest. Est-ce que c'est substituable ou c'est-ce que vraiment l'ophtalmo a mis MioSmart ou Stellest qu'il faut vraiment faire ce verre-là? Alors, oui, en France, pardon, excuse-moi. Oui, en France, c'est l'ophtalmo qui parle là. Oui, en France, c'est l'ophtalmo qui fait la prescription et il faut suivre la prescription parce que les verres n'agissent pas exactement de la même façon. Ils ont des principes optiques qui sont un tout petit peu différents. On est bien content d'avoir une deuxième solution s'il y en a un, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins répondeurs, évidemment, comme dans toute solution thérapeutique. Donc on est bien content d'avoir une deuxième solution. C'est pas la peine d'aller switcher de l'un à l'autre parce qu'à ce moment-là, plus personne n'y comprend rien, quoi. Donc il faut vraiment respecter au départ la prescription. Je vous remercie. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Parfois, on dit qu'un verre ne fonctionne pas. Et vous avez un rôle primordial. C'est qu'on voit des enfants qui arrivent avec des lunettes qui sont sur le bout du nez. Ça peut pas fonctionner. Le principe optique, c'est que la monture, elle doit être comme ça. Donc vous avez un rôle, quand vous les voyez tous les 3 mois, les voyez en magasin, de resserrer pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne si c'est bien porté. Et pour compléter... Et on va en remettre une petite... Oui, pour compléter, vous avez aussi un rôle extrêmement important dans le respect du temps de port. Parce que les enfants,
vous les voyez, vous voyez les parents dans le suivi, en général plus souvent d'ailleurs que l'ophtalmologiste. Donc à chaque fois quand justement vous resserrez, vous réajustez les lunettes, assurez-vous que le temps de port soit respecté parce que l'efficacité est liée aussi au temps de port. Et pour terminer, l'opticien va prendre un peu la parole aussi. Effectivement, Dr Muselier nous fait part de remarques qui sont malheureusement pas à notre honneur, puisqu'elle voit passer des jeunes patients avec des lunettes portées comme des demi-lunes. Mais ce que je veux dire, c'est que je parlais tout à l'heure des protocoles fabricants, je parlais des protocoles et des processus de suivi. Je veux dire, nécessairement, si vous rentrez dans le cadre de la prise en charge d'un jeune enfant myope et de sa famille, parce que là, globalement, c'est une prise en charge familiale en général, je vous conseille vivement de prendre des rendez-vous. C'est beaucoup plus simple. Deuxièmement, un rendez-vous vous permettra de poser la situation. Deuxièmement, va permettre de protocoliser le suivi de votre jeune patient, de votre jeune client, c'est un lapsus, votre jeune client, de la famille, des gens qui sont autour, d'enfoncer le clou sur les conseils d'hygiène de vie et de vision, et en même temps de contrôler à la fois la vision, puisque nous avons le droit de le faire, et l'ajustement et l'état des verres. Et ça, c'est très important. D'abord, ça va éduquer la famille autour de cela. Ça va permettre effectivement d'expliquer aux parents et aux enfants et aux frères et sœurs combien d'heures on doit porter les lunettes et non pas les porter qu'à l'école ou que quand on regarde la télévision. Donc, le travail sur rendez-vous, le feedback d'information, s'il y a quoi que ce soit à faire de manière discrète avec le médecin pour éviter de mettre la famille dans un état de panique généralisé sur cette pandémie myopique qui ressemble pour elle à une pandémie du Covid et que globalement tout le monde va devenir aveugle. Soyons soft, soyons cool, mais surtout soyons responsables de ce que nous faisons et échangeons de manière, cohérente et surtout de manière RGPD. Ne l'oubliez pas parce que vous communiquez des données de santé. Voilà, c'est le petit bémol sur lequel il faut bien insister. Et ancrer votre position de professionnel de santé dans le parcours de soins et de santé visuelle d'un jeune patient. C'est ce qu'on vous demande, juste ça. Oui, juste un mot pour enrichir le débat, la conversation qui vient de se faire. On vient de parler de l'ajustage qui est effectivement essentiel et on voit de manière dramatique à quel point les montures peuvent être mal ajustées chez un enfant et parfois hélas aussi chez l'adulte. Mais il y a l'étape juste avant qui est le choix de la monture. On ne rappelle pas assez que le choix de la monture d'un enfant, ce n'est pas le modèle réduit de l'adulte. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. On va pouvoir discuter en aparté après, autant que vous voulez, mais je pense qu'on va rendre l'antenne. Merci.